Ok, parfait. Bonjour, Madame Delis. Bonjour. Ok. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, Monsieur Pierre. Ça s'est bien passé, j'espère. La dernière fois, on a dû évoluer sans vous, Monsieur Pierre. Oui, j'étais un peu pris par des obligations familiales, donc je ne pouvais Euh, pas être là. ok, parfait. Donc, j'espère que tout va bien maintenant. Oui, oui, tout est OK. Ok, parfait. Donc, la dernière fois, nous avons globalement vu les fondamentaux de la durabilité. Euh, Ce qui est plus revenu des pratiquement 4 heures de séance qu'on a fait, c'est les trois piliers. Les trois piliers importants qu'il ne faut pas perdre de vue quand on parle de durabilité, c'est-à-dire l'économie, la société et l'environnement. Comment vraiment trouver le juste milieu entre ces trois aspects-là. Après, on a vu tout ce qui est objectifs de développement durable, les objectifs et quels sont les défis en matière de durabilité. On a vu les défis macroéconomiques, macro, micro, euh, etc. À la fin de la séance, Madame Delis a fait une suggestion intéressante. Elle a demandé à ce que les séances soient plus assez sur le partage de connaissances, parce que il y a une chose qui est évidente. Vous avez déjà euh, le support de cours depuis un moment. Vous avez les anciens enregistrements de formation et tout, donc ça fait déjà assez de ressources que vous avez. Donc, moi, sur la base de cette suggestion, j'ai essayé de résumer un peu. Euh, Dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, Vous c'est voyez bon, mon écran? moi je On vois. voit déjà. Ok, parfait. Donc, l'idée a été au lieu de reprendre le cours en lui-même et de le lire, essayer de faire un petit résumé de chaque partie. Donc, c'est l'exercice que j'ai essayé de faire pour que ce soit moins ennuyeux et que on puisse vraiment évoluer de façon stratégique. Donc, Monsieur Pierre, ce qu'on va faire, euh, vous allez peut-être lire le module 1. Si éventuellement vous avez des interrogations par rapport, vous pouvez me les faire parvenir aisément à travers le groupe ou bien à travers Madame Flamel et on va y répondre lors de la prochaine séance. On fait ça comme ça, non? OK, d'accord, ça marche. Parfait. Donc, la fois dernière, je pense on s'était arrêté au niveau du module 2 qui abordait les questions de stratégie et de planification. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donc, voilà. Euh, donc, nous avons notamment trois niveaux en matière de stratégie durable. Euh, il y a la stratégie de l'entreprise, la stratégie fonctionnelle et la stratégie de supply chain durable. Quand on parle de stratégie d'entreprise, c'est la stratégie qui cible davantage tout ce qu'il faut mettre en œuvre comme avantage concurrentiel pour des partenaires
objectif des performances dans le temps. La stratégie fonctionnelle, elle décline plutôt la stratégie d'entreprise dans chaque fonction, que ce soit la fonction achat, que ce soit la fonction production, que ce soit la fonction logistique, que ce soit la fonction commerciale, euh, la fonction même financière. Ça peut aller jusqu'à ces différentes fonctions dans l'entreprise. Donc, la stratégie supply chain durable, elle prend en compte plus un plan d'action environnementale et financière viable sur tout le cycle de vie, de la conception au recyclage. Donc, voilà. Et en bas, on a mis, voilà. En bas, vous allez voir qu'on a essayé de mettre les questions qui peuvent découler de cette partie-là. À quel niveau de maturité se situe votre organisation? Conformité, avancement, justifié. Oui, un peu. Mais ce qui est plus important, on va, après le déroulé de cette partie qui est un peu plus théorique, on va aborder maintenant, faire la révision, voir les, les, les simulations de questions. Il y en a plusieurs qui sont déjà disponibles. À la certification, il y aura 150 questions. Donc, je pense qu'on va aller vite sur cette partie-là et peut-être prochainement aller sur ces questions-réponses-là pour aller vite. Donc, le tableau de bord équilibré durable, elle prend en compte plusieurs aspects, c'est-à-dire l'aspect financier, l'aspect clientèle, les processus internes et l'apprentissage et la croissance. Okay. Donc, la question focus nous dit ajouter un KPI durabilité à chacun des quatre perspectives ci-dessous pour votre activité. Bon, on va aller en détail, hein. Au niveau des questions financières, au niveau du tableau de bord et équilibre durable, il faut voir la valeur actionnariale, revenu coût par unité, usage des actifs, la satisfaction, fidélité, rétention par la part de marché et la profitabilité, les processus internes en rapport avec la capacité de production notamment, et l'apprentissage, évidemment, s'identifie à tout ce qui est capital humain, renforcement des capacités, etc. Ensuite, quelle est la stratégie générique et l'analyse des 5 forces en matière de durabilité? Nous avons la domination par les coûts, nous avons la différenciation et la focalisation. Je vais voir ici. Nous avons le... Attendez. Cinq forces. Donc, notamment ces trois aspects-là, elles se déclinent notamment sur les concurrents, les nouveaux entrants, ceux qui entrent nouvellement sur un marché. Ceux qui entrent nouvellement sur un marché veulent diminuer d'abord le coût pour dominer par le coût, comme ça se dit, hein. Parce que quand vous venez sur un marché, déjà, il y a déjà d'autres concurrents, il y a déjà d'autres fournisseurs, il y a déjà d'autres entreprises qui peut-être essayent de ont leur coût unité à 10 francs. Quand vous venez, vous ne pouvez pas aller en dessus, même si éventuellement, au cours de votre stratégie commerciale, les coûts peuvent éventuellement augmenter. Mais d'office, vous ne pouvez pas venir sur un marché et avoir un coût plus élevé que celui du leader. Donc, c'est plus de ça qu'on parle au niveau de la domination par des coûts. La différenciation, elle se trouve plus au niveau de la qualité, recherche et développement et de comment vous essayez de montrer ou bien d'emballer. Puisque nous parlons de durabilité, quelqu'un qui vient sur un nouveau marché peut se différencier par le type de son emballage. Il peut même avoir comme argument de vente, argument commercial que voilà, bon, moi j'utilise des emballages biodégradables,
qui ne mettent pas en péril l'environnement, etc., etc. Donc, en dernière position, nous avons le pouvoir des clients, le pouvoir des fournisseurs, l'arme de compétition, le prix, la qualité, la marque et l'innovation et les services. Voilà. Je pense qu'on peut passer au prochain point. Comment prévoir la demande et la mesurer? Je pense même que on a vu ces parties-là la dernière fois, hein, Madame Delis, mais on va repasser sur ça. Une bonne prévision réduit de stock, rupture et émissions liées au transport d'urgence. C'est assez clair, hein. Quand on prévoit mieux, on évite tout ce qui est rupture de stock, tout ce qui est euh, émissions. Quand on parle surtout ici, là, émissions liées au transport d'urgence, c'est que normalement, si on n'était pas en urgence, on allait faire un transport par navire et peut-être attendre 4-6 mois que les marchandises viennent à destination. Mais parce qu'on a mal prévu, parce qu'on a mal fait la planification, on se retrouve à transporter par transport aérien, ce qui peut augmenter l'empreinte carbone de façon globale. On a aussi vu ce thème-là la fois dernière, quand on parle de l'empreinte carbone. Tout ça, c'est des formules, hein. C'est des formules qui sont dans le cours. Euh, donc, voilà. Vous pouvez m'arrêter, hein, à tout moment quand vous avez des observations ou bien des préoccupations. On va s'arrêter et en discuter. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, OK, ça parfait. marche. Parfait. OK. C'est quoi le Sales and Operation Planning? Ça a rapport avec tout ce qui est euh, planification des opérations vente. Donc, c'est ça, ils ont appelé S and OP ici. Donc, c'est un processus mensuel formel qui vise à faire l'équilibre offre et demande par famille de produits, c'est-à-dire les volumes, euh, le prix, etc., en unités produits et financières. La planification agrégée, son objectif, c'est de satisfaire la demande au moins de coût en ajustant cadence, main-d'œuvre, stock, heures supplémentaires et tout ce qui est sous-traitance. En bas, nous avons euh, plusieurs types de S et OP. Nous pouvons avoir la forme chasse qui permet de produire exactement la demande de la période. Elle s'apparente un peu à, au, au juste à temps, just in time. Peu de stock, mais capacité effective variable. Le level, c'est plus le level dans tout ce qui est planification des ventes, c'est plus une cadence constante, c'est-à-dire euh, les stocks sont mieux contrôlés, meilleur pour le moral, mais stock retard s'accumule. Donc, vous voyez, euh, là, c'est vrai que la cadence, elle est, si on se dit qu'on doit produire 200 par jour, on produit exactement les 200 par jour. Vous voyez un peu? Mais si on ne vend pas forcément les 200, ça veut dire qu'il y aura un stock qui pourrait s'accumuler. Or, le stock a un coût. Nous avons la partie hybride qui est en réalité un mix entre l'aspect chasse et l'aspect level. Ensuite, on a les MRP, les MPS. Les MRP, c'est les euh, Management Resource Planning. Je, c'est un peu comme euh,
comme on dit, les ERP, ils ont pratiquement les mêmes, les mêmes fonctions. J'ai entendu quelqu'un ouvrir son micro. Il y a une question? OK. Et les MPS, eux plutôt, nous parlent de tout ce qui est production et de planification. C'est le Master Production Schedules. Donc, quand on parle de schedule, là, c'est tout ce qui est prévision. Donc, ça se rapporte un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de SNOP. Je pense on va pas lire, hein. C'est globalement ça, on vient d'expliquer. On va passer à au slide suivant. Quel est le rôle des stocks et leurs catégories? Le stock existe à cause du décalage entre l'offre et la demande. C'est, oui, c'est un peu ça, moi. Mais la définition que moi, je garde surtout, c'est la même chose que celle-là, hein. Le stock est dû à un déséquilibre entre euh, les entrées et les sorties. Ça, cette définition-là est spécifiée plus, comment je vais dire, gestion de stock. Mais là, on parle d'offres. Et offre et demande, là, c'est plus au niveau commercial. Mais ça veut dire la même chose. C'est un coût, mais un levier de réactivité. Coût total égal à matière, plus portage, plus commande, plus réglage. Je suppose qu'au niveau de portage, on est en train de parler de transport, la matière première, comment la transporter, tout. Donc, voilà. Donc, nous avons le cycle qui se rapporte globalement à la partie, un instant, qui se rapporte au stock moyen pour couvrir la demande entre deux livraisons. L'anticipation constituée face à une variabilité prévisible. OK. Le stock d'anticipation, par exemple, est différent du stock de sécurité. Et vous allez voir que c'est le stock de sécurité qui suit immédiatement. Le stock d'anticipation est un stock qu'on arrive à prévoir pour de grands événements, c'est-à-dire, euh, on sait par exemple que en, en décembre, il y aurait Noël et que c'est la période des jouets. Donc, à cette période-là, on peut constituer un stock si nous sommes une entreprise qui est dans le domaine de tout ce qui est jouets, etc. On peut faire un stock d'anticipation parce qu'on sait que de toute façon, la demande va augmenter à cette période-là. C'est pareil pour d'autres domaines. On anticipe. Mais le stock de sécurité, lui, est différent. C'est le stock qu'on constitue pour éviter une rupture de stock pendant la période que le réapprovisionnement prend. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, dans le support, on dit le stock de sécurité, lui, il est contre les aléas de demande ou de rupture d'approvisionnement. Le stock de transit, c'est plus le stock euh, qui est en route, qui traverse euh, un hub logistique ou bien qui traverse un pays pour un autre. Ce stock est en transit. Donc, je ne sais pas si on va peut-être essayer de répondre à ces questions-là. Quelle catégorie de stock immobilise le plus la trésorerie chez vous, dans vos différentes entreprises? Qu'est-ce que vous pensez qui est
le stock le plus important? Quelle catégorie de marchandises, etc. Bon, pour moi, dans ma toute récente, profession, bon, dans la toute récente entreprise où j'étais, c'était le stock en transit. Parce OK. qu'il y avait entre la brasserie et les différents centres de distribution, il y avait en tout cas plusieurs kilomètres à parcourir. Et bon, il faut dire que c'était, pour vraiment être beaucoup plus factuel, c'était une mauvaise gestion des différents distributeurs et transporteurs aussi, puisque le stock quittait la brasserie, le temps d'arriver dans les centres de distribution, il restait en transit dans le système, puisque le centre de distribution n'a pas encore réceptionné physiquement et donc il ne peut pas non plus réceptionner dans le système. Mais physiquement, le schéma n'était pas aussi simple que ça. Physiquement, les distributeurs, puisque c'était eux-mêmes les transporteurs de leur cargaison, ils se mettaient à vendre en cours de route. Wow. Donc, ils vendent en cours de route jusqu'à ramener un camion vide au centre de distribution. Ils présentent juste les différentes preuves. Ils versent l'argent de ceux qu'ils ont vendu, acheté et vendu. Et puis, on refait le cycle. Et ça prenait pour certains centres de distribution jusqu'à 6 mois Wow. d'immobilisation comme ça en transit. Oh, parfait. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Dans ce cas-là, c'est peut-être le modèle qu'il faut revoir parce que là, le distributeur, pardon, n'a plus vraiment un rôle là parce que le stock qui vient vers lui est déjà même distribué avant de venir à son niveau. Donc, c'est peut-être de repenser le système et que ce soit des livraisons directes vers les divers clients parce que je suppose que le distributeur, lui, il a des entrepôts là-bas, il y a des employés, il y a des bâtiments qu'il faut payer, etc. et tout. Si on calcule, par exemple, tout ce qu'on immobilise là-bas en termes de coûts, il serait peut-être mieux de repenser un peu le système. C'est vrai que je ne suis pas forcément dans votre contexte. Il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent justifier ce genre de situation. Mais est-ce que il arrive parfois que le stock qui était en transit arrive avec un certain nombre de marchandises ou un certain nombre de boissons qui sont stockées vraiment au niveau du distributeur? Ou bien le distributeur a vraiment un rôle essentiel dans cette chaîne logistique-là? Bon, c'est comme vous l'avez dit, c'était, en tout cas, c'était vraiment un modèle à redéfinir ou à réadapter. Voilà. Le distributeur, il jouait pleinement son rôle, mais c'était à la brasserie de faire la police, de vraiment édicter les bonnes lois pour que le système, le cycle vraiment se boucle sans casse. Parce qu'il faut dire que le distributeur est lui-même transporteur. Vous OK. voyez, il va à la brasserie, soit il paye la marchandise en cash, là, il a son bon de sortie émis, il a en boucle, parce qu'il y a déjà rupture de charge du moment où il a déjà pris la boisson et il a payé. Donc, il y a rupture de charge. La brasserie n'a plus rien à voir avec cette cargaison-là. Le distributeur peut l'utiliser comme il veut. Mais Oui. le cas de figure qui était beaucoup plus fréquent, c'est qu'ils venaient, ils prenaient la boisson, mais sans payer encore. OK. Et généralement, ils avaient des crédits comme ça, sans payer, ils s'endettent, ils prennent la boisson, mais entre-temps, nous, on attend que euh, que la rupture de charge se fasse.
qu'il aille déposer d'abord dans le dépôt et ensuite, il peut commencer maintenant son business, ses activités, apurer ce qu'il y a dans le dépôt petit à petit. Mais c'est l'inverse qui se fait. Il prend la boisson à crédit, il la vend quand même en cours de route et il ramène un camion vide au dépôt ou au centre de distribution. C'est assez intéressant, mais comme vous l'avez dit, c'est un problème système que le, la brasserie doit voir, jouer à la police et tout. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Monsieur Pierre, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager avec nous sur tout ce qui est stock. En termes de stock, qu'est-ce qui est vraiment immobilisé? Qu'est-ce qui immobilise votre trésorerie dans votre domaine? Déjà, si vous pouvez Moi, oui, je Mhm. vous écoute. OK. Si vous pouvez me rappeler le domaine dans lequel vous êtes, puisqu'on n'a pas eu le temps de se présenter. Moi, j'ai jusqu'à tout récemment, parce que pour le moment, je suis sans emploi, vu que l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est une multinationale, Elecnor, a construit un barrage hydroélectrique ici au Cameroun avec d'autres postes de transformation électrique. Donc, mon poste que j'occupais, c'était le poste de responsable des services généraux, qui Mhm. englobait les achats et tout ça, les achats internationaux et nationaux, Mhm. un peu d'administration et autres. Donc, pour ce que je sais, c'est que les stocks de cycle et d'anticipation sont ceux qui ont le plus mobilisé de fonds. Pourquoi? Parce que, par exemple, enfin, les constructeurs de turbines, des turbines Mhm. françaises qu'on utilise dans les barrages hydroélectriques, dans le Mhm. monde, ils ne sont que 5 Mhm. qui produisent cette turbine-là. Parce qu'une turbine prend en moyenne 2 à 3 ans pour être construite. Mhm. Et étant donné que la plupart des pays ont des barrages en construction, il faut toujours pouvoir anticiper sur le Mhm. besoin. Parce que si c'est à jour moins 6 mois que tu passes la commande, tu n'auras pas de turbine. À défaut d'attendre peut-être dans 2 ou 3 ans. Donc, et Mhm. ça pouvait impacter sur les cahiers de charges du barrage. Du barrage, Euh, OK. Hormis ça, il y a aussi, par exemple, la livraison du béton, vu que Mhm. le barrage hydroélectrique qui a été fait, qui était de 420 mégawatts, était un barrage de retenue. Donc, les murs de stonement du barrage, c'était entièrement fait en béton. Et, bon, malheureusement, ici au Cameroun, il y a juste Simencam qui a privatisé le secteur, qui est une filiale du groupe Lafarge, l'entreprise française. Mhm. Donc, il faut pouvoir aussi anticiper sur ça et jouer aussi sur le cycle. C'est-à-dire qu'entre la livraison qu'on te fait la semaine-ci, il faudrait Mhm. qu'avant la semaine N+1, que tu aies déjà passé une nouvelle commande au risque d'avoir Exactement. une rupture de stock. Votre stock. OK. Donc, pour moi, ce Je sont vois, je vois. les deux stocks qui, pour moi, ont mobilisé assez de ressources. OK. Parfait. C'est le domaine énergétique, c'est pas un domaine que je connais spécialement. Moi, j'ai plus travaillé au niveau des industries avec le groupe Eraise et maintenant dans le domaine de la manutention, qui est quand même un domaine très stressant, euh, manutention portuaire, où il y a beaucoup d'imprévus, etc. Donc voilà, je trouve les expériences très variées et très belles. Et c'est ce qui fait la force de notre domaine. De manière générale, la supply chain, logistique. Donc voilà, on va continuer au niveau du pilotage et la Monsieur performance. Kouadem, j'ai une question. Oui. Je ne sais pas si on va voir ce point plus tard ou bien si vraiment ça, dans tous les cas, ça a trait avec le stock. Mhm. J'aimerais peut-être soit que vous expliquiez ou bien que vous nous donniez un peu votre avis sur le working capital, Mhm. puisque à une époque Mhm. où je gérais les entrepôts de la brasserie,
Il y avait une sorte de recommandation comme ça, surtout avec les commerciaux, où on voulait vraiment avoir le moins de stock possible dans les entrepôts au moment de la clôture. Puisque selon le supply chain director, il disait que plus il y a du stock, plus on a des charges quoi, dans les rapports financiers et il ne voulait pas justement que ces charges-là viennent, que le stock-là vienne alourdir encore les charges. Donc, j'aimerais un peu comprendre vraiment la bonne explication du working capital. Ok, parfait. En fait, quand on parle de working capital, c'est plus la valeur que le stock a à un instant donné. Ce n'est pas le stock en lui-même en tant que unité 1, 2, 3. Vous allez voir, l'idée du responsable logistique, par exemple, c'est de minimiser au maximum tout ce qui est immobilisé en termes de coûts. Au niveau du working capital, on s'intéresse plus à la valeur des marchandises. Vous allez voir les matières premières. Dans votre domaine, par exemple, tout ce qui est matières premières ou produits finis. Vous voyez un peu, qui sont détenus au niveau des entrepôts et qui immobilisent la trésorerie. Donc, c'est plus ça, hein. Ça parle plus de la valeur. Comme on dit, après un inventaire, par exemple, on parle de valorisation. Vous voyez un peu. Donc, le working capital se base plus sur tout ce qui est valeur du stock. Et eux, en ne voyant que ça, c'est vrai que quand vous avez un stock vous avez une immobilisation de stock de près de 30 millions, 50 millions, et que l'entreprise elle-même est en difficulté financière, le concept de working capital va vouloir que on élimine au plus vite ou bien qu'on vende au plus vite pour vraiment faire entrer ce capital-là qui est immobilisé. Donc, voilà globalement ce que ce concept-là dit. Je ne sais pas si... OK. Monsieur Pierre, c'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Merci pour l'explication. OK, parfait. Donc, ici, nous avons quelques ressources clés sur le pilotage de la performance des stocks. Nous avons l'analyse ABC, qui est un concept de stockage très intéressant, où certaines personnes l'appellent la loi de Pareto, où on dit que 20% de 20% de nos articles qui génèrent 80% de bénéfices, ou bien qui représentent 80% de notre chiffre d'affaires. C'est ces articles-là, quand dans le magasin, c'est eux qu'on met à portée de main. Pour que quand, par exemple, il y a des clients ou bien quand, par exemple, on a des livraisons à faire, il ne faut pas que l'article le plus vendu soit celui qui soit au fond du magasin ou bien que soit celui qui ne soit inaccessible. Puisqu'on sait que c'est ces 20%-là qui nous génèrent 80% de notre chiffre d'affaires, on les met à portée de main. Ils sont les premiers à... Et le magasinier qui va faire le picking et servir le client, il le prend rapidement. Donc, on gagne du temps, on gagne en efficacité. Après, on voit les 30% qui génèrent 15% de notre chiffre d'affaires. C'est ces marchandises-là qu'on met peut-être au second palier ou bien qui sont moins accessibles, mais quand même, on essaye de la mettre dans une position aussi avantageuse. Maintenant, après, on a les 50% de marchandises qui ne représentent que 5% de notre chiffre d'affaires. Eux, là, maintenant,
on peut les mettre si nous sommes dans un magasin qui a une structuration verticale, on peut les mettre totalement en haut parce qu'on sait que de toute façon, c'est pas un stock qui bouge beaucoup. On peut le mettre en haut. Ou si c'est un magasin qui a une structuration horizontale, on les met simplement au fond du magasin. Donc, voilà un peu ce que cette partie-là veut dire, l'analyse ABC. Ils ont dit A égale la forte valeur, c'est-à-dire les 20%, B, les 30% et C faible. Voilà. Et on essaie de concentrer l'effort sur les marchandises qui nous rapportent plus d'argent. Et vous allez voir, tout ça, tout cela se rapporte d'une manière ou d'une autre au concept que Madame Télissa a abordé tout à l'heure, puisque toutes ces stratégies-là qu'on mène, c'est pour vraiment optimiser le stock et éviter au maximum d'immobiliser de l'argent. Donc, voilà un peu. Après, nous avons d'autres concepts. Hein. Nous avons le comptage tournant et les attitudes, le stock de sécurité, le niveau de sécurité. Si vous permettez, je vais passer, c'est des trucs qu'on connaît. Ici, le seul concept qui peut peut-être nous faire un peu toute là, c'est l'analyse ABC. Donc, je vais continuer. Quelle est la relation entre stock et empreinte carbone? Le modèle cradle to cradle. Quand on parle de transport égale à émission. Tout à l'heure, on a vu que quand on n'optimise pas bien son stock, quand on ne fait pas une meilleure planification, on est amené à acheter en urgence. Et l'achat en urgence peut emmener à utiliser des modes de transport plus coûteux, comme l'avion, qui a quand même une empreinte carbone plus élevée. Donc, vous voyez un peu. Donc, ici, on a émission égale à consommation carburant fois distance parcourue. Ça, c'est clair. Hein? L'entreposage, l'émission de carbone égale à stock total fois énergie consommée par une unité. Et là, l'énergie qu'on consomme même actuellement au niveau des magasins, elle reste encore, comment on appelle ça? Elle reste encore pas propre, quoi. C'est pas encore vert. Les chariots élévateurs, tout ce qui est les diables et tout ce qu'on utilise comme équipement de manutention ne sont pas encore totalement passés au vert, ne sont pas encore totalement passés à comment on appelle ça, à l'énergie électrique, par exemple, qui a une empreinte carbone moins fiable. C'est vrai qu'il y a des groupes, il y a des entreprises, comme on l'a vu au début, qui font des efforts énormes dans ce domaine-là, et comme Amazon, DHL, etc. Donc voilà. Nous avons aussi le concept de mise au rebut qui concerne plus la surproduction, l'obsolescence programmée, les défauts de fabrication. Tout ça là fait augmenter l'empreinte carbone parce que quand on fabrique quelque chose en surproduction et qu'on ne le vend pas, on est obligé, par exemple, de le jeter dans l'environnement. Si l'entreprise n'a pas une politique de recyclage ou de reverse logistique, de logistique de retour, ce sera jeté dans l'environnement et tout ça augmente l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc, voilà. Le module 3 parle plus des considérations tactiques. Donc, nous allons voir les concepts sur le terrain de sourcing, achat, production, logistique et transport,
ce sont ces différents aspects-là qui font jouer plus la durabilité au quotidien. Le sourcing, un pivot de la durabilité. Déjà, quand on parle de sourcing, pour nous, les professionnels, c'est tout ce qui est technique qui vise à trouver à un instant T et relatif à un besoin donné, les bons clients, les bons fournisseurs, pardon, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Donc, le souci vise juste à trouver la personne qui est plus à même de répondre à notre besoin, c'est-à-dire le fournisseur idéal. Donc, on va essayer de lire un peu pour voir ce dont on parle ici, l'enjeu investisseur. Toute entreprise doit non seulement performer, mais montrer sa contribution à la société. L'investissement durable devient la norme. Les 3 cibles pour les achats. Nous avons identifié et priorisé les enjeux, intégrer la durabilité au modèle opérationnel et mesurer, déployer des mesures ciblées le long de la chaîne. Quel est le rôle décisif des achats? Nous avons des chaînes propres, pour ne pas dire chaînes faites, chaîne logistique durable, durabilité à coût juste, conformité fournisseur, innovation durable et l'atténuation des risques. Voilà, on nous demande si notre critère de sélection de fournisseurs intègre la durabilité. C'est assez... Pour le moment, je parle moi de mon cas personnel. Pour le moment, c'est un peu compliqué quand même parce que quand on parle d'intégrer l'aspect durabilité au niveau de la sélection du fournisseur, c'est très large. Il faut pouvoir savoir si ce fournisseur-là n'exploite pas, par exemple, des enfants. Vous voyez un peu, pour pouvoir avoir des coûts très compétitifs. Parce que si on se base sur seulement le prix et le délai, vous allez voir, c'est ce qu'on a avec certains grands groupes où ils vont en Thaïlande ou en Chine acheter leurs composants, leurs matières premières parce que la main-d'œuvre y est moins chère, mais derrière, quelle est la réalité? C'est des enfants qui sont exploités, les salaires ne sont pas décents et tout cela relève de la durabilité. Vous voyez un peu? En dehors de tout ça, est-ce que l'entreprise, même ces entreprises-là ont généralement des politiques en matière de durabilité, mais elles ne les appliquent pas. Ouais, donc moi, ce que j'ai eu à utiliser, c'est, comment on appelle, euh, ExitBase. C'est un logiciel comment on appelle ça? Ça m'échappe. Comment on appelle ce thème-là? Voilà, de due diligence. C'est-à-dire, c'est un logiciel complet, hein. Il suffit juste de mettre le nom de l'entreprise dedans et il vous donne tout son historique, s'il a été condamné pour corruption dans tel pays ou bien s'il a tout, un rapport complet. Et à partir de ce rapport-là, moi, j'essaye de définir, bon, si voilà, ce fournisseur-là, s'il est fiable, s'il il est digne de confiance ou pas. Donc, voilà comment j'essaye d'intégrer la durabilité dans mes sourcings. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez des expériences en termes d'intégration de l'aspect durabilité dans la recherche de vos fournisseurs, etc. Bon, personnellement, je n'ai pas travaillé vraiment dans le domaine des achats,
Mais j'ai quand même travaillé avec eux et je sais que dans le monde Heineken, en tout cas, depuis un certain temps, on avait intégré les questions de la durabilité et il y avait plusieurs critères à respecter et à faire respecter d'ailleurs auprès des fournisseurs. Donc, c'était que, bon, dans la sélection des fournisseurs, il y a déjà une fiche de préqualification qui tient compte de tous les aspects de la durabilité. Mais hormis ça, on peut avoir plusieurs fournisseurs qui candidatent, mais qui ne répondent pas aux critères de durabilité. Si on n'a pas d'autres, au cas où il n'y a pas d'autres alternatives, il y a vraiment aucun fournisseur qui passe à cette préqualification, on choisit le meilleur d'entre eux, en tout cas, et on le développe de manière à le préqualifier. Donc, on met ensemble une action list et on la suit point par point jusqu'à ce qu'il deviendra fiable. Donc, il intégrera les questions de durabilité. Mais comme vous l'avez dit, hein, très souvent, c'était vraiment juste pour la forme. Mais dans le fond, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à appliquer. Ça peut être peut-être simple à suivre, mais à appliquer, c'est beaucoup plus complexe. Oui, évidemment. Je suis d'accord. Bien, merci beaucoup, Madame Télis. Monsieur Pierre, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager avec nous. Au niveau de la durabilité, c'est pratiquement la même expérience que Madame Delis, parce que bon, moi, avant d'être à Elecnor, j'ai d'abord été, enfin, de l'autre côté du rideau, parce que avant d'être responsable des services généraux, j'ai été responsable de la centrale d'achat d'Elecnor, et bien avant ça, ils m'ont débauché dans une entreprise espagnole dans laquelle je travaillais, où j'étais directeur commercial. Donc, j'ai été de l'autre, à l'envers du décor, donc celui qui vend, pas celui qui achète. Okay. Et de par mon expérience dans les deux cas, il peut arriver des fois que le marché soit privatisé par une entreprise. Bon, là, dans ce cas, comme Mme Delis a dit, on n'a pas le choix. Il faut, si c'est une matière première, on en a besoin. Donc, même si on sait intérieurement que la personne ne respecte pas certaines normes, on est plus ou moins contraint de faire avec. Parce que, par exemple, ici au Cameroun, la marque Toyota est gérée par un concessionnaire CFAO qui sont les seuls au Cameroun à avoir la licence pour vendre ces véhicules-là. Et comme ce sont des véhicules tropicalisés, entre guillemets, qui sont moins coûteux, même si en back-office, on a des retours négatifs de leurs employés, bon, nous, en tant que clients, on n'y peut rien. Maintenant, après, pour les fournisseurs où on peut réellement exiger qu'ils se conforment, ça, enfin, moi, en tout cas, je ne lésignais pas dessus. Si, par exemple, sur un barrage hydroélectrique, il y a la sécurité qui est importante. Donc, si je voyais, par exemple, un sous-traitant qui n'a pas ses EPI, qui ne mange pas à l'heure de la pause, bah, j'interpellais son superviseur. Et si le problème n'était pas résolu, on allait jusqu'à rompre le contrat. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai la même expérience que Mme Delis. Ok, parfait. Je trouve ça assez intéressant. Je pense on va continuer. Cette partie aussi nous parle de tout ce qui est émissions carbone. Un instant. En fait, quand on parle de scope, c'est plus les objectifs, hein. On parle souvent de scope of work, etc., etc. Donc, l'objectif numéro 1, elle est directe. Nous avons la source détenue, les, les sources contrôlées, les usines, les véhicules de l'entreprise. Donc, le second scope, elle est indirecte et elle concerne plus l'énergie. Donc, la troisième scope, c'est les chaînes de valeur, tout ce qui est biens et services achetés, transport, usage de produits,
focus numéro 1 des achats. Donc, on va lire pour comprendre. Le prix carbone interne varie entre 10 à 30 dollars par tonne pour chiffrer le CO2, créer une incitation à réduire et éclairer les investissements. 1400, enfin, plus de 1400 entreprises l'appliquent, essayent d'appliquer ces 3 différents scopes-là pour ne serait-ce que optimiser un peu tout ce qui est leur émission carbone. Même en matière d'émissions carbone, il y a en Europe des incitations, beaucoup de politiques qui sont en vigueur qui récompensent les entreprises qui quand même essayent de faire beaucoup d'efforts dans la diminution de leur empreinte carbone. Il y a des mécanismes comme ça qui existent pour inciter les entreprises à vraiment réduire leur empreinte carbone. Et je pense que c'est, nous, globalement, en Afrique, on en est encore moins, mais c'est des trucs qu'on va espérer qui viennent, qui se mettent en œuvre pour vraiment inciter nos entreprises locales à se mettre dans la danse, parce qu'il en va de notre avenir quand même et de l'avenir de nos enfants. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement les pluies diluviennes qui ont eu au Togo. Dieu merci, le Bénin, c'est vrai qu'on a eu des montées d'eau, mais pas comme au Togo à côté, au Ghana, dans plusieurs pays qui nous entourent. Hein. C'était à Abidjan surtout, où les véhicules, les maisons sont sous les eaux. Donc, tout ça, c'est les conséquences du changement climatique qui résultent directement des pratiques non durables. Hein. Ouais, un peu. Donc, il serait bon d'inciter, parce que pour produire durable, ça coûte cher, très cher. Si une entreprise se dit qu'elle va se mettre aujourd'hui dans des pratiques de durabilité, qu'elle va essayer de respecter tout ce qu'il faut, ça coûte énormément cher. Donc, on espère que bientôt chez nous, il y aurait des politiques d'incitation pour vraiment pousser les gens à s'y mettre, quoi. Sinon, c'est un peu critique ce qui se prépare pour nous dans les 10, 20 prochaines années en termes de désastre écologique. Donc voilà, quand on parle de durabilité, il y a aussi l'aspect droit humain, et c'est la partie que j'ai abordée tout à l'heure. Comment savoir que notre fournisseur n'exploite pas les enfants? Comment savoir que notre fournisseur n'est pas dans le trafic d'êtres humains, etc. Achat, exécuter le sourcing durablement. Le bon d'achat, bio, je pense que ça, le bon d'achat, c'est un peu différent. Hein. Moi, dans certaines situations, on dit le PA quand on parle de bon d'achat, Procurement Request. Et plutôt le PO, c'est le Purchase Order. Mais bon, là, peut-être comme ça a été une traduction d'anglais en français, la traduction n'a pas été bien faite. Sinon, le PO qui est ici me dérange un peu. Mais on va garder ça comme ça. Parce que ça a été une traduction. L'original, du coup, comme vous le savez, ISEA, c'est en anglais. Donc, c'est peut-être lors de la traduction, ou bien c'est peut-être moi qui n'ai pas compris l'esprit dans lequel le fichier original était. Donc, nous avons les achats directs et indirects qui regroupent
généralement tout ce qui est composant de produits, coordination et visibilité du fournisseur. Tout ce qui est indirect, c'est support qui vise à réduire les coûts de transaction et consolider les commandes. Intégration et digitalisation du processus d'achat, hein. Donc, au niveau du sourcing, nous avons les plateformes cloud et la sélection contractualisation des fournisseurs. La blockchain qui est un concept très intéressant qui vise à vraiment sécuriser les échanges entre divers partenaires et surtout les informations. Parce que aujourd'hui, vous allez voir, en matière de, comment ils appellent ça, espionnage industriel, il y a beaucoup de pays ont évolué sur ces aspects-là. Donc, la blockchain permet de crypter de bout en bout les informations et de permettre la traçabilité de ces informations-là en temps réel. Et on peut aussi avoir à la fin de l'utilisation de ces méthodes-là tout ce qui est réduction de fraude et une meilleure conformité réglementaire. Donc, à part cet aspect de blockchain-là, nous avons l'aspect intégration, exécution des bons d'achat et expédition réinjectée dans le sourcing, données fournisseurs à jour pour les meilleures décisions. Est-ce que nos données fournisseurs sont-elles mises à jour après chaque livraison ou dorment-elles dans des fichiers? Généralement, la plupart des entreprises essaient quand même de mettre à jour tout ce qui est données fournisseurs. On va continuer. Parce que la production durable, donc, on voit la définition et les fondations. La définition durable se veut la définition qui fabrique en minimisant les déchets et l'impact environnemental. Il y a la conception de produits, la conception de process et les principes opérationnels. Je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi l'analyse du cycle de vie qui se veut être en 4 phases globalement, c'est-à-dire l'objectif et le périmètre, l'inventaire, les entrées et les sorties, et l'évaluation des impacts, interprétation. Pardon. Donc, quels sont les enjeux? C'est-à-dire que la production pèse les 1/4 des émissions mondiales de CO2, concilier contribution économique et allègement de l'empreinte. Pour un de vos produits, à quelle étape du cycle de vie se concentre l'impact environnemental? Quand on prend par exemple tout ce qui est production de boissons, par exemple, on sait que les brasseries utilisent énormément d'eau, que ce soit de l'eau pour la production elle-même, mais les eaux qui sont rejetées, comment elles sont traitées, etc., etc. Donc, tout ça là, peut constituer vraiment un impact significatif dans le cycle de vie de la production. C'est pareil pour les usines de cajou, par exemple.
C'est des usines aussi qui consomment énormément d'eau et qui rejettent assez de déchets. Comment on traite ces déchets-là? Comment on se positionne pour vraiment faire une production durable? Parce que le tout ne suffit pas de sortir le produit fini, mais derrière, comment nous traitons tout ce qui est déchets de production, etc. Donc, nous allons voir les 6 objectifs et Lean, Fizz, Green. Les 6 objectifs. Le Lean, quand on parle de Lean, le Lean Management, c'est un type de management qui vise à réduire les temps sans valeur ajoutée dans une chaîne logistique et d'augmenter les temps à valeur ajoutée. Vous allez voir souvent que on parle de Lean Six Sigma. Lean Six Sigma et Yellow Belt, Green Belt, les ceintures noires, ceintures jaunes, ceintures vertes. C'est un pan de la supply chain qui vise vraiment à optimiser au mieux les processus de production. Tout ce qui est temps sans valeur ajoutée, tout ce qui est processus qui n'apporte pas de l'argent ou bien qui n'apporte pas de la valeur ajoutée réellement à la production est éliminé au profit de toutes les autres aspects qui peuvent le faire. Ici, le green, quand on parle de green, c'est tout ce qui est vert, tout ce qui est durabilité, pardon, tout ce qui est environnement et tout. Donc, les, les 6 objectifs, nous allons les lire ci-dessous, les voir et voir ce qui se passe ici globalement. On a des 6 objectifs de la production durable. Donc, nous avons la production durable, les processus optimisés, l'optimisation des méthodes, l'utilisation de la troisième dimension, de l'automatisation, etc. Avoir moins de pollution, émissions de déchets, la symbiose industrielle, les déchets égale à la ressource, tout ce qui est recyclage, tout ce qui est économie circulaire, c'est-à-dire utiliser un bien plus, pardon, autant de fois qu'il soit possible de l'utiliser. Renouveler en fait son cycle de vie jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne soit plus possible de le réutiliser. Là, ça part dans le recyclage où on lui donne une autre vie ou bien on lui donne une autre forme carrément. Je pense par exemple au jean que en Europe, les gens essayent maintenant de créer des meubles avec et de créer des pavés avec, etc., etc. Or, en économie circulaire, quand on parle d'économie circulaire, c'est que ce même jean-là, on le prend et on lui donne une deuxième vie, ou bien on essaye de créer autre chose qui va toujours au niveau de son objectif initial, c'est-à-dire être porté par une personne et tout. Donc, nous avons l'efficacité énergétique accrue, l'éco-conception et le remanufacturing. Remanufacturer, c'est-à-dire recréer, reproduire. Donc, le lean contre le green. On va lire pour comprendre. Créer de la valeur client en éliminant les gaspillages, ce qu'on a dit tout à l'heure. Transport, stock, mouvement, attente, sur-traitement, surproduction. Et le green, c'est-à-dire tout ce qui est vert, permet à réduire l'empreinte, les déchets solides dangereux, l'émission dans l'air, le rejet d'eau. Étendre le lean vers le green, même logique, ambition environnementale en plus. Donc, voilà un peu. Okay.
Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Oui, j'avais une question par rapport au point sur les achats. Comme OK. je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment directement travaillé au sein du département des achats. Alors, OK. je voudrais avoir la différence entre achat, sourcing et procurement. S'il y a une différence, et c'est laquelle? OK, parfait. En fait, quand on parle d'achat, les achats sont plus liés à tout ce qui est acquisition stratégique. Ouais, un peu. Je vais une acquisition stratégique, par exemple, on va acheter les, les ordinateurs, par exemple, de l'entreprise, au début de l'entreprise, une entreprise qui veut nouvellement ouvrir. On achète tout ce qui est ordinateur, ou bien on achète pour une industrie qui fabrique quelque chose. Par exemple, on va acheter l'industrie elle-même, euh, tout ce qui est machine, tout ce qui va contribuer à la production de l'entreprise. Par contre, quand on parle d'approvisionnement, l'approvisionnement est plus dans dans l'opérationnel, c'est-à-dire gestion de stock, euh, est-ce que les inventaires sont bons, est-ce que l'entreprise, parce qu'il faut retenir que pour que l'entreprise commence, il y a eu des achats stratégiques, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment CAPEX. On parle de CAPEX, vous voyez un peu. Tout ce qui est immobilisation, tout ce qui est gros volume et tout. Maintenant, une fois que les achats ont fait cette partie-là, les approvisionnements, elles, là, maintenant, s'occupent de mieux gérer le stock de ce qui a été acquis par les achats, euh, s'assurer que les services demandeurs aient à temps tout ce qu'elles demandent. Et là, on entre un peu dans les moyens généraux. Donc, tout ce qui est moyens généraux, tout ce qui est approvisionnement, d'une manière ou d'une autre, elles se ressemblent beaucoup. Vous voyez un peu, parce que les approvisionnements s'occupent plus de la partie opérationnelle. Elles ne sont pas forcément à la stratégie. Un responsable approvisionnement, par exemple, c'est pas lui qui va faire, pardon, c'est pas lui qui va faire euh, le plan, euh, le plan d'achat annuel, c'est pas lui qui va le faire. Vous voyez un peu, même si il va y contribuer avec tout ce qui est aspect logistique, tout ce qui est service interne. Il doit veiller à ce que tous les clients internes de la maison aient les ordinateurs quand il le faut, aient les, les, les fournitures de bureau, les meubles, tout soit à jour vraiment quand il le faut. Par contre, le sourcing, il est utilisé par les deux. Le sourcing est utilisé et par les achats et par les approvisionnements. Le sourcing, c'est juste cette méthode-là qui permet à l'acheteur ou bien à une personne qui des achats de chercher les fournisseurs. Mais bon, disons ici en Afrique, c'est pas vraiment ça, hein. En matière de sourcing, on n'a pas encore cette culture-là. Euh, Comment ça se passe le sourcing chez nous? C'est que bon, au début de l'année, on a un répertoire de fournisseurs. Euh, le sourcing, c'est juste aller piquer dans ce répertoire-là les fournisseurs qui ont ces capacités-là ou bien qui ont été déjà évalués et qui ont la compétence dans ce domaine-là. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair maintenant. Oui, oui, ça va. J'ai bien compris. Je ne sais pas si Monsieur Pierre aussi a quelque chose à ajouter pour mieux éclairer la lanterne de Madame Délice. Non, Vous non, avez... c'est bien expliqué, c'est exactement ça. Parfait. Donc, ici, on nous parle de technologie IR4.
Nous avons les systèmes flexibles, les métiers de durabilité, le partage d'informations, les composants Smart Factory, le suivi des stocks, la santé et la sécurité. On va évoluer. Quels sont les obstacles et les sept pratiques de la logistique durable? Nous avons 3 obstacles majeurs. L'emballage. Et ça, c'est vrai. Passer du plastique aux matériaux durables. C'est un réel casse-tête pour toutes les entreprises qui sont dans le domaine de la production. Parce que c'est pas toujours facile. C'est des lourds investissements. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas les politiques incitatives qui les motivent à le faire. Donc, c'est compliqué. Donc, je pense qu'on n'a plus besoin de lire les 7 pratiques durables des logisticiens. Nous avons les emballages réutilisables ou biodégradables, les énergies renouvelables, le solaire ou l'hydro. L'hydro dans lequel M. Pierre a travaillé, les achats verts. Quand on parle d'achat vert, c'est juste un achat stratégique dans lequel on essaye quand même de privilégier à travers le sourcing pour voir si cette entreprise a fait un effort de durabilité, s'il il essaye d'utiliser des énergies renouvelables dans son mode de production, etc., etc. Donc, quelqu'un qui essaye d'intégrer ces aspects-là dans sa recherche de fournisseurs, fait du sourcing durable et, en fin de compte, fera de l'achat durable. Donc, voilà un peu. En Europe, par exemple, ils sont tellement avancés sur ces aspects-là de durabilité. Même chez nous, sur le continent, c'est pas encore ça. On a certaines grandes entreprises ont des sustainable managers, c'est-à-dire des managers de durabilité, qui s'occupent généralement dans l'entreprise de tout ce qui est recyclage et tout. Mais il faut qu'on puisse venir à ce niveau-là où les achats en eux-mêmes, on reconnaît maintenant que voilà, l'acheteur doit avoir quand même des compétences en matière de durabilité et tout. Mais petit à petit, ça vient. Surtout ici au Bénin, il y a des entreprises qui essaient quand même de reconnaître cette compétence-là quand on essaye de la vendre, quand on essaye de la mettre en avant, surtout avec les entreprises à portée internationale. Elles achètent. Donc, voilà un peu quels sont les 5 domaines d'action de la logistique durable. Nous avons notamment les transports, les entrepôts, les fournisseurs et achats, les emballages et le management social. Le transport solidaire, je pense que c'est le seul qu'on va lire, hein, parce que les autres, ils se sont déjà répétés assez. Le transport solidaire, anti-corruption et la norme ISO 14001. La norme ISO 14001, c'est la norme qui est relative à la responsabilité environnementale de l'entreprise. Une entreprise qui travaille et qui essaie de se certifier ISO 14001 veut prouver à ses clients ou bien veut prouver à son environnement, à son écosystème qu'elle respecte son environnement, elle participe à des campagnes de reboisement, des campagnes de mise de nouvelles terres sur terre, de nouvelles plantes sous terre, etc., etc. Bref, qu'elle respecte l'environnement. Maintenant, nous avons la norme 45
ISO 46001 aussi, qui parle maintenant de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Est-ce que les bénéfices qu'elle génère permettent d'une certaine façon à son environnement? Ce n'est généralement pas le cas. Vous allez voir des entreprises qui produisent de l'or. C'est surtout au Congo, dans les pays les plus riches, techniquement même du monde, je vais dire. Au Congo, où le Congo constitue une réserve minière importante pour le monde entier. Sans le cobalt congolais, nos téléphones ne peuvent pas fonctionner, nos ordinateurs non plus, les véhicules électriques qui sortent tous les jours ne peuvent pas. Donc, mais malgré ça, elles restent les populations les plus vulnérables, les populations les plus marginales. Donc, il y a un problème de responsabilité sociale. Comment on produit de l'or à côté de moi, ou bien du cuivre, un métal très recherché qui vaut des centaines de millions d'euros sur les marchés internationaux, mais on voit qu'il y a encore de la pauvreté aux alentours. Donc, ce sont des entreprises d'office qui ne respectent pas leurs responsabilités sociétales. Et parfois, dans ces cas-là, vous n'avez même pas un seul puits. Hein. Il n'y a même pas un seul puits qui est creusé au nom des actions en faveur des enfants ou bien en faveur de la santé par ces entreprises-là. Le transport et ses modes, pardon. Quel est l'impact sur le CO2, le carbone? Le transport est le reflet de la stratégie. Cette partie-là, moi, ça me ramenait plus à ce qu'on avait dit sur Amazon. Où Amazon, aujourd'hui, il a pratiquement rénové entièrement son parc de véhicules. La majorité des véhicules utilisés par Amazon, même UPS aujourd'hui, sont des véhicules électriques. Donc, en matière d'émissions CO2, ils ont vraiment énormément agi sur ces volets-là. Le rail, mode le plus durable. En termes de CO2 par tonne kilomètre, le rail électrifié inférieur à bage, inférieur à route, mais le rail ne relie pas tout de bout en bout. Effectivement, quand on parle de rail, le rail est intéressant, mais attention, quel type de rail, hein? Là, on parle de rail électrifié. Parce que si c'est les locomotives que vous et moi, nous connaissions pour peut-être avoir vécu ça, vraiment avoir emprunté ça dans nos différents pays ou bien avoir vu ça à travers la télévision ou je ne sais pas, un documentaire, euh, les, le rail traditionnel est très, très polluant. Donc, il faut aller sur une option, comment on appelle ça? Une option électrique. Elle est moins polluante et plus efficace en matière de transport. Quels sont les leviers d'amélioration et de gestion des risques? Nous avons notamment 4 leviers ici qui constituent l'optimisation d'itinéraires, la gestion de flotte, la documentation des données et l'emballage de transport. Je ne sais pas hein, s'il y a une question, on peut y répondre rapidement. Monsieur Pierre, Madame. Monsieur Pierre, Madame Delis. Non, Moi, non, je n'ai pas, de mon côté, j'ai pas de question. Ce que je suggère, c'est que si on arrive à terminer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de slides, on arrive à passer tous ces slides-là. L'objectif, moi, je vais discuter avec
la direction de SCE pour qu'on puisse vraiment aller maintenant dans le vif du sujet, qu'on puisse aller sur les révisions en elles-mêmes pour préparer euh, l'examen en lui-même. Parce que quoi qu'on dise, c'est ça qui reste notre objectif principal ici. Donc, je vais discuter avec eux. Je ne sais pas quelle sera la programmation, mais essayons déjà de parcourir le, ces slides-là. Maintenant, entre-temps, vous pouvez aussi lire avant le samedi prochain certaines parties qui vous semblent floues, qui vous semblent incomprises. Notez vos questions pour qu'on puisse y répondre et en même temps aller dans les révisions. Maintenant, je ne sais pas si M. Omar sera là pour les révisions ou pas. Tout ça, je pense qu'ils vont communiquer sur ça avant la prochaine séance. C'est bon? Oui, c'est Oui, bon. c'est mieux même. Ok, parfait. Là, on va gagner du temps. Donc, les coopératives, bon, attendez, quels sont les cas pratiques, les 4 filières africaines? Mettre la démarche CSSP à l'épreuve du terrain dans le domaine agroalimentaire, distribution, mines et énergie, logistique portuaire. Un instant, hein, je vais brancher mon ordinateur. OK, c'est bon. Donc, quelles sont les coopératives de transformation qui existent sur le continent africain et qui font quand même de la durabilité? On prend 2 cas ici, le cas de la mangue et de l'anacade. Quel est le contexte? Une coopérative transforme des fruits pour l'export, porte, perte, post-récolte, prévision approximative, séchage énergétique ou fiole, traçabilité faible face aux acheteurs européens. Donc, voilà le contexte. On a dit que c'est une coopérative, elle transforme des fruits pour l'exportation. Elle a une forte perte post-récolte. C'est normal, c'est généralement ce qui se passe chez nous ici en Afrique. Les quantités récoltées sont tellement énormes qu'on n'arrive pas à toutes les transformer. Donc, voilà. Les prévisions approximatives. Voilà. Pour éviter de perdre toute cette récolte-là, elle pense maintenant à faire du séchage qui est quand même énergivore au fioul, le fioul qui n'est pas vraiment durable, qui n'est pas vraiment écologique. Donc, cela affecte la traçabilité face aux acheteurs européens qui sont quand même très exigeants en matière de durabilité, en matière de qualité, de sécurité des, des, des biens ou bien des trucs qu'ils achètent pour leur consommation. Donc, quel est le défi ici? C'est plus la perte. Comme on a dit, une énergie fossile, il faudrait la remplacer par une énergie plus verte, plus propre et l'exigence de durabilité des clients européens dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, quels sont les leviers de cette formation-là que nous sommes en passe de parcourir? Quels sont les leviers qu'il faut mettre, qu'il faut activer? Donc, il faut faire une meilleure prévision de la demande pour
caler les volumes périssables. Voilà. On fait du séchage solaire. Ça veut dire qu'on a remplacé cette énergie, le fuel, qui n'est pas vraiment propre, par une énergie renouvelable. Donc, ici, en parenthèse, on a vu que ça se rapporte au scope 1 ou 2. C'est sûr que ça se rapporte à ce qu'on a dit en haut. Pardon. Et le code fournisseur de traçabilité, la blockchain. La blockchain dont on a parlé tout à l'heure, qui permet quand même de sécuriser tout ce qui est information liée à une chaîne d'approvisionnement. Donc, qui prend en compte aussi, on peut intégrer dans une blockchain tout ce qui est QR code. Oui, les QR codes aussi peuvent être dans une blockchain. Donc, voilà. Les chaînes de supermarchés régionales, on va aussi voir le concept, essayer de l'expliquer, voir les défis qui se rapportent à ce contexte-là de supermarché régional et voir quels sont les leviers à activer par rapport à tout ce qu'on a appris et tout. On dit un distributeur multisite subit rupture récurrente, invendus, périssables et forte dépendance aux emballages plastiques. Les clients urbains deviennent sensibles au verre. Je pense que le concept, il est assez clair, hein. Le défi durable, c'est la rupture, le gaspillage, l'emballage et l'image de marque. Donc, je pense aussi que cette partie est assez claire, hein. On dit subir récurrente, les invendus périssables. Donc, comment essayer d'éviter le gaspillage suite à ces invendus? Là, ça va passer forcément par une meilleure planification, une meilleure connaissance de sa clientèle, des produits qui sortent le plus, les produits qui ont plus de valeur. Et c'est là qu'on va voir la classification ABC. Vous voyez un peu, on fait au niveau de la classification ABC, où tout à l'heure, on avait dit que il voit réellement les articles qui ont un impact direct sur son chiffre d'affaires. En fait, il ne s'agit pas d'acheter pour acheter. Par exemple, pour donner encore un exemple dans ce cas-là, dans cette boîte dans cette entreprise d'approvisionnement, l'achat va plus se concentrer sur tout ce qui est approvisionnement international, c'est-à-dire acheter toutes les marchandises qui vont rester dans les magasins, les systèmes de caisse, les systèmes de climatisation industriels, hein, pas les petites climatisations, hein. Bref, tout ce qui est acquisition lourde. Maintenant, dans chaque représentation, par exemple, c'est vrai qu'il y aura des achats locaux qui vont acheter des trucs un peu plus importants. Mais l'approvisionnement, elle sera là pour vraiment veiller à l'opérationnalisation et à la gestion de tout ce que les achats auront mis à disposition. Il arrive que les achats aussi, les approvisionnements achètent, mais généralement, ce n'est pas des trucs importants, quoi. C'est quand même, quand on compare aux achats, c'est des trucs quand même qui sont un peu inférieurs ou bien qui n'ont pas de grande valeur. Parfois, ils peuvent même aller jusqu'à aller au niveau des fournitures de bureau. Dans certains cas,
aller même au mobilier, mais c'est pas toujours évident, quoi, parce que les achats, par exemple, moi, à ma position actuelle, je suis responsable achat et approvisionnement. Donc, les deux se ressemblent beaucoup. Les deux se ressemblent beaucoup. Et moi, j'ai confié cette partie-là à une collaboratrice qui est plutôt chargée des moyens généraux. Oui. Donc, elle, en réalité, elle fait de l'approvisionnement. Mais elle est chargée des moyens généraux, puisque ça, ce sont des configurations des concepts qui portent beaucoup à confusion. Achat, approvisionnement, ça porte beaucoup à confusion. Donc, ici, les leviers qu'il va activer pour résoudre ce problème, c'est l'analyse ABC. On en a parlé, le taux de service ciblé par catégorie, les emballages durables et la logistique inverse, la consolidation des livraisons, coût de CO2 et indice de durabilité fournisseur. Voilà. Les sociétés minières, les producteurs d'énergie. On va voir le contexte et on va voir quels sont les leviers à activer pour une personne qui est certifiée CSSCP, pour une personne qui est dans la logique de durabilité. Donc, le contexte, c'est un exploitant qui fait face à des émissions directes élevées, une forte consommation d'eau et des sous-traitants dont les pratiques sociales sont mal maîtrisées sous l'œil des investisseurs. Le défi durable. Scope 1 élevé, eau, droits humains et sous-traitants. Les leviers CSSCP à activer. Nous avons notamment le prix carbone interne qui, qui est entre 10 et 30 dollars par tonne, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les décisions d'investissement. Je pense que nous, on n'a pas ces aspects-là chez nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que je pense que à travers ce prix carbone-là, si l'entreprise arrive à démontrer qu'elle arrive quand même à faire beaucoup d'efforts en matière de durabilité, qu'elle arrive à diminuer son empreinte carbone, elle peut gagner entre 10 et 30 dollars à la tonne. Donc, nous, en Afrique, on n'a pas encore ces mesures-là. Après, on a l'analyse du cycle de vie, des procédés clés et le code de conduite plus les audits fournisseurs, la certification ISO 14001 qui a rapport avec la responsabilité environnementale de l'entreprise. Les opérateurs de terminal transitaires. Quel est le contexte? Un transitaire enchaîne les kilomètres à vide, subit la congestion routière autour du port et gère encore une masse de documents papier ralentissant les flux. Le défi qu'il a, c'est qu'il roule à vide et à la congestion portuaire, la documentation et les papiers. Quels sont les leviers qu'il va activer? Nous avons notamment le réseau intermodal, basculer des tronçons de la route vers le rail ou la barge, l'optimisation d'itinéraires et gestion de flotte, maintenance prédictive, la digitalisation documentaire, One Record et Soleil sur entrepôt. Je pense que c'est assez clair. Finissons. Et s'il y a des questions, on va les prendre. 10 messages clés à retenir. La première, c'est la durabilité et la performance ne s'opposent pas.
elle se renforce. La deuxième, c'est de penser le triple bottom line. Profit, planet, people, plus philanthropie. Philanthropie, vous allez voir les groupes comme les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ils investissent beaucoup dans tout ce qui est philanthropie. En réalité, philanthropie, ça veut dire quelque chose qui est donné sans intérêt derrière. Mais en réalité, la philanthropie, c'est un gros business. C'est un gros business qui leur rapporte beaucoup. Parce qu'en termes d'image, leur image est redorée. Et ça n'a pas de prix. Quand dans les sondages, quand dans les publications de revues, etc., votre image, elle est bien vue. On dit que vous avez fait des dons, etc. Ça n'a aucun prix. On ne peut acheter ça à aucun prix. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que ces groupes-là, ils sont prêts à dépenser des milliers euh, d'argent dans la philanthropie. Ils veulent se faire voir dans ce genre d'action. Donc, la troisième partie nous parle d'aligner sa stratégie sur les 2-3 ODD à fort levier d'impact, les objectifs de développement durable. La quatrième, le scope 3, la chaîne de valeur, est souvent le plus gros gisement CO2. Le 5, le sourcing est le pivot, le critère de durabilité plus le code de fournisseur audité. Bien prévoir la demande égale à moins de stock de rupture et d'émissions. Consolider la commande et transport, ça ramène un gain de coût et de carbone. Le rail, le transport intermodal, orchestré plutôt que subir un seul mode. On peut aussi profiter pour faire la différence entre transport intermodal et multimodal. Le transport intermodal, lui, c'est un transport où on utilise plusieurs modes de transport, c'est-à-dire le transport maritime, le transport routier, le rail, le rail. Prenons ces trois-là, sans rupture de charge, c'est-à-dire à aucun moment on a ouvert soit le conteneur ou soit on a ouvert la caisse ou bien on a ouvert l'objet du transport pour enlever ne serait-ce qu'une seule chose. Par contre, le transport multimodal, lui, c'est le transport où on utilise plusieurs modes de transport, mais avec rupture de charge. C'est-à-dire, le conteneur a été ouvert si je suppose qu'il s'agit d'un conteneur. Donc, voilà, etc. En point 9, on parle de la technique. La techno, c'est à un problème réel, pas l'inverse. La blockchain, l'IA, etc. En point 10, viser le circulaire. Le déchet de l'un est la ressource de l'autre. L'économie circulaire. Le plan d'action 30, 60, 90 jours. En 30 jours, quand vous venez dans une nouvelle entreprise et que vous avez envie de mettre en place vraiment une stratégie de durabilité forte, il faut diagnostiquer, il faut faire la cartographie des 3 piliers et des objectifs de développement durable prioritaires qui se réfèrent à ce type d'industrie, mesurer les KPI carbone, transport ou entrepôt et lister les fournisseurs critiques.
au niveau du second mois, c'est-à-dire le 60e jour, il faut passer à la structuration, rédiger ou auditer un code de conduite fournisseur, lancer une consolidation de la commande et choisir un quick win durable, feasible et client. Un quick win, c'est une action qui permet de gagner et que votre direction peut rapidement voir. Il peut s'agir, par exemple, de, de mettre dans vos prochains critères de sélection des entreprises, une entreprise qui est engagée dans les actions communautaires ou bien qui est engagée dans le développement de sa société ou bien qui est engagée à utiliser des ressources renouvelables. Donc là, c'est un truc qui se voit directement. On voit déjà que à partir de votre diagnostic, pardon, les deux ODD que vous auriez identifiés lors de vos 30 premiers jours, vous essayez quand même de les intégrer à la stratégie globale de l'entreprise. Et pour vraiment arriver à ce résultat, il faut que la direction soit ouverte au changement, comprenne quels sont les enjeux aujourd'hui en matière de durabilité, quels sont les avantages de la durabilité, comment la durabilité fait vendre. Donc voilà, c'est autant de chantiers qu'il faut défendre, autant de concepts qu'il faut défendre avec sa direction et pour pouvoir vraiment opérationnaliser tout cela. Donc, au niveau des 90 premiers jours, il faut passer à l'échelle, intégrer des KPI durables au tableau de bord, tester une technologie sur un problème réel et identifier une boucle circulaire symbiose. Donc, réussir l'examen CSCP, quel est le format de l'examen que nous allons voir? C'est plus un examen qui va se préparer en 150 questions, 3 heures en ligne, avec eProctor, c'est une application qui permet aux surveillants d'avoir accès à votre ordinateur en temps réel. Ils voient tout ce que vous faites. Les, les, comment on appelle, les caméras sont ouvertes. Voilà. Donc, pour être certifié CFSCP, il faut avoir 70%, répondre à 70% des questions. Et vous avez un rattrapage gratuit. Le certificat sera disponible sous 48 heures. Donc, le rattrapage gratuit parce que si en cas de reprise une deuxième fois, il faut reprendre, c'est un peu gratuit, quoi. C'est pour ça qu'on a mis gratuit là. Mais généralement, ça se passe en une fois, vous allez passer votre test parce qu'on se sera préparé suffisamment bien. On va parcourir tous les anciens questionnaires qui sont déjà passés. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure, se préparer suffisamment pour que ça aille, quoi. Parce que vous êtes tous des professionnels et vous n'avez pas forcément le temps à perdre, donc tout ira bien. Les conseils de révision, maîtriser les définitions clés, les TBL, les ODD, tout ce qui est
Les TBL, c'est le tableau de bord logistique, ODD, objectif de développement durable, les scopes qu'on avait vu 1, 2, 3, les management resource planning, les LCA, et savoir relier chaque concept à un exemple terrain. Donc, voilà, astuce d'animation, rejouer les questions focus de chaque module comme quiz de révision. Donc, voilà, hein, voilà globalement ce que j'essaie de résumer à travers le support de cours. Le support de cours, quand on le lit directement, il allait un peu plus ennuyeux. Il est long. Comme c'est un support que vous avez depuis un bon moment. Voilà, c'est pour ça qu'on a pensé à cette option-là. Donc là, on peut dire concrètement qu'on a passé la phase de... Pardon. On a passé la phase théorique, lecture, etc., etc. Maintenant, moi, je vais discuter avec l'activation pour que on puisse aller dans tout ce qui est préparation active pour passer l'examen. Donc, si éventuellement vous avez des questions, je vous écoute, Madame Délice, Monsieur Pierre. Pardon, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien saisi. Non, je disais, si vous avez des questions. Non. Pour moi, Monsieur ça paraît beaucoup plus clair. Hein. Monsieur Pierre. Moi, j'ai une question. Dans les différents secteurs d'action de la durabilité, j'ai pas vu enfin, une présentation qui a été faite sur le secteur humanitaire parce que actuellement, je suis en train de faire une reconversion dans ce segment d'activité-là. Et c'est ce qui m'a motivé à choisir cette certification parce que bon, j'avais le choix entre toutes celles que vous proposez. Oui, Donc, CPR. j'ai choisi celle-ci parce que, enfin, pour moi, j'estime que dans l'humanitaire, c'est encore plus mis en avant. Oui, effectivement, c'est le support de cours, si vous le parcourez, moi, personnellement, je n'ai pas fait attention. Je ne sais pas si dans les différents exemples qui ont été donnés, on a fait référence. Moi, déjà, j'ai pas le support de cours. Bon, je suppose peut-être qu'après, je l'aurai parce que Oui, oui, oui. SE m'a envoyé un document que je dois signer pour leur envoyer pour la clause de confidentialité, je crois bien. Ce qu'on va faire, euh, quand on finit tout de suite là, écrivez dans le groupe que vous, vous voulez le support de cours et je pense que moi, je vais rebondir sur ça ou bien ils vont répondre. Donc, en réalité, c'est pas un problème en soi. Si spécifiquement dans cette formation-là, le domaine humanitaire n'a pas été abordé, les questions de durabilité s'appliquent à tout type de secteur, sans, sans vraiment limitation, quoi. Dans tous les secteurs, on peut appliquer ces mêmes principes-là. Ce pas des principes euh, standards ou bien relatifs à un secteur de domaine donné. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Oui, Donc, oui, je c'est comprends, je comprends. on peut appliquer n'importe où. Tu comprends très bien, moi je vous saisis. OK, parfait. Donc, c'est ça. Et mettez dans le groupe support de cours et moi, je vais veiller à ce que ce soit partagé avec vous déjà.
et je vais discuter avec la direction pour que on puisse maintenant aller dans le vif du sujet, qu'on puisse vraiment se préparer concrètement pour la certification. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Okay. Je pense qu'il est 11 heures, en 3 heures, c'est pas mal. On a parlé peu, on a parlé bien. Je pense que c'est ce que Madame Delis demandait. Exactement. Plus d'interaction, plus de vie, quoi. Ok, parfait. C'était ça, oui. Ok, parfait. Donc, on va se dire à samedi prochain. D'accord, merci beaucoup et bon week-end. Bon week-end à vous, Madame Delis. Bon week-end, Monsieur Pierre. Ok, merci. Bon week-end à tous.